Dans cette nouvelle causerie du 4 juin 2014, je voudrais faire un peu une sorte de mise au point méthodologique qui concerne notre rapport au passé et l'utilisation du passé comme processus de légitimation du présent et quelque part comme un espace particulièrement favorable aux contrefaçons, non aux fictions. Vous savez probablement que j'ai beaucoup travaillé pendant pas mal d'années sur Nostradamus et j'ai notamment dénoncé des procédés d'historiens actuels d'ailleurs, mais qui évidemment étaient déjà extrêmement ancrés depuis des siècles, qui consistaient à légitimer des évolutions tardives en produisant des éditions prétendument anciennes qui correspondaient exactement à ces éditions tardives, ce qui aboutissait à mettre entre parenthèses, en quelque sorte, des éditions plus anciennes et moins abouties, mais plus dans un processus de développement successif et progressif. Et l'on retrouve peu ou prou le même procédé dans la démarche de l'astrologie individuelle et natale. Je m'explique. L'idée de cette forme de contrefaçon consiste à projeter dans le passé le présent. Et de façon à montrer que le présent est légitime du fait qu'il ne fait que prolonger le passé et que le passé, en réalité, reflète parfaitement le présent. Et si le passé reflète le présent, c'est que le présent est en phase avec le passé et qu'il n'est pas décalé par rapport à ce passé. Et ce passé, bien entendu, ça renvoie quelque part aux origines. Alors, cette préoccupation des origines est en elle-même tout à fait valable, en quelque sorte, n'est-ce pas? Il est important qu'un savoir remonte à ses origines, puisse remonter à ses origines, et il faut tout faire pour que cela soit possible, ce qui implique effectivement parfois de développer des méthodes dont j'ai déjà beaucoup traité ici. Donc nous sommes là en face d'une démarche du retour aux sources qui est légitimante et qui est aussi quelque part légitime. Mais en réalité, il faut se méfier énormément de ce procédé. Alors, je reviens sur d'abord Nostradamus, où je rappellerai donc un certain nombre de vérités, à savoir que on a fabriqué dans les années, à la fin des années du XVIIe siècle, on a fabriqué des éditions prétendument datées, d'ailleurs datées effectivement, mais datées de façon contrefaite, datées des années 1555, 1557, 1568, qui sont autant d'éditions antidatées, qui correspondent d'ailleurs à des éditions beaucoup plus tardives, dont elles ne sont que des ressuscités. Mais pour beaucoup de nostradamologues, je dirais même, à mon avis, pour la très grande majorité, encore à ce jour, en dépit de mes travaux, ces éditions datées de 1555-1567, 68, seraient véritablement les premières éditions. Et les éditions parues sous la Ligue, dont on a quand même un certain nombre, entre 1588 et 1590 notamment, mais probablement plus anciennes, eh bien sont des éditions qui seraient en régression, en retrait en quelque sorte, comme dirait Robert Ben Azra dans son dictionnaire, dans son répertoire chronologique Nostradamus, qui seraient en quelque sorte des régressions par rapport à l'édition originelle. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y aurait une déperdition de documents, et puis après, on serait revenu à l'état de départ, avec cette parenthèse cafouilleuse, brouillonne,
qui serait venu s'intercaler, s'interposer. Alors tout ça n'est pas très sérieux. Il est clair, à mon avis, par-delà toutes sortes d'arguments qu'on pourrait développer par ailleurs, mais ce n'est pas le lieu de le faire ici, dans cet instant, il est clair que le procédé a purement et simplement consisté à antidater des éditions tardives, postérieures aux éditions de la Ligue, qui elles-mêmes sont en progression, qui sont en chantier, et qui sont donc beaucoup moins élaborées que les éditions ultérieures, et beaucoup moins complètes de toute façon, et de faire croire que ces éditions ligueuses sont extraites d'un corpus beaucoup plus complet qui leur serait antérieur. Donc là, on a bien le mythe de l'état antérieur, de l'état originel, qui viendrait corroborer l'état actuel et viendrait en quelque sorte remettre en question ou relativiser, en tout cas, l'état intermédiaire entre cet état originel et l'état actuel. Ce qui correspondrait donc effectivement dans l'historique des éditions des Saintes-Séries, aux éditions parues notamment à Paris et à Rouen dans les années 1588-1590. Voilà le scénario qui a été inventé par les faussaires pour valider des formulations tardives, c'est-à-dire tout à fait significatives. Ça veut dire qu'effectivement, il y avait une conscience, bien sûr, qu'on avait trafiqué ces éditions, qu'on en avait rajouté, qu'on les avait augmentées, et pour pallier un certain nombre de critiques ou d'objections, eh bien, la meilleure parade a consisté à publier en faisant les choses de manière assez heureuse, en reprenant des formes d'impression, des pratiques d'édition des années 1550, de façon à ce qu'il y ait une sorte de patine qui confère une apparence d'authenticité à ces doctrines. Alors ça, c'est pour le volet naturaliste qui sert un petit peu de matrice méthodologique à ce que je vais dire maintenant concernant la démarche astrologique. Alors, cette démarche astrologique, elle se présente sous deux angles. D'une part, la demande du client, qui va être gérée par l'astrologue, et d'autre part, qui est plus complexe, la façon dont on a mis en place une histoire de l'astrologie plus ou moins mythologique. Alors, sur ce premier point, le rapport du client à l'astrologue ou de l'astrologue au client, je dirais que le scénario qui est mis en place à cette occasion est un scénario exactement parallèle à celui que je viens de décrire pour Nostradamus, c'est-à-dire la personne vient nous voir à un moment donné et on va renvoyer à un moment originel qui est le thème natal. Et donc ce qui s'est passé entre le thème natal et le moment originel et le moment présent est une espèce de parenthèse, un peu comme tout à l'heure, les éditions ligueuses parues donc sous la Ligue, à la fin de la période de la Ligue, en France, serait mise entre parenthèses comme une espèce d'anomalie étrange, de dérive, de déviance, qui aurait été par la suite corrigée et rétablie au point qu'effectivement on retrouve les mêmes documents bien avant, qui vient montrer que ce rétablissement est tout à fait légitime. Et bien là, c'est un peu la même chose en fait. Hein. Et il faut reconnaître que l'astrologie est assez fascinant, c'est que elle permet un très grand nombre d'analyses critiques, sociologiques, psychologiques, et on n'en finit pas de trouver des angles d'approche. Alors là, c'est un nouvel angle d'approche qui vient compléter d'autres angles d'approche que j'ai signalés par écrit ou par vidéo par le passé, à savoir que le thème natal, alors là c'est un peu plus compliqué pour traduire parce que de toute façon c'est plus compliqué et plus simple, le thème natal va être interprété par l'astrologue de façon à légitimer
dire ce qu'on veut bien lui faire dire. D'ailleurs, il n'est pas intéressant pour l'astrologue si l'astrologue ne l'a pas réinterprété, n'est pas interprété. Donc, de toute façon, il y a un processus d'interprétation. Et je rappellerai aussi que, bien entendu, là j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ça me paraît évident, que les centuries elles-mêmes se prêtent à ce genre de jeu et qu'on va interpréter un quatrain pour montrer que ce qui s'est passé à un moment donné avait été annoncé par le dit quatrain, que l'on va évidemment, non seulement donc dans une édition antidatée, mais ça c'est notre problème. De toute façon, au bout d'un certain temps, l'édition antidatée ou pas, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, quand on est au 18e, 19e, 20e siècle, les éditions elles sont déjà de toute façon établies. Mais malgré tout, il y a quand même ce phénomène d'interprétation d'une astrodamologue qui va montrer que, en effet, tel événement auquel il assiste en quelque sorte, donc il est témoin parfois, eh bien, il était déjà annoncé du temps de Nostradamus par tel quatrain, donc il va évidemment nous proposer une interprétation qui ira dans ce sens. Je ferme la parenthèse. Donc, revenons à cette attente du client par rapport au travail de l'astrologue, praticien, à savoir, montrez-moi que ce que je vis actuellement était déjà en œuvre, en potentialité au moment de la naissance, et que, par conséquent, je suis dans le vrai par rapport à ce que j'étais censé devoir vivre. Et même si, entre-temps, entre ce moment, cet alpha et cet oméga, si on veut, même si entre-temps, bon, j'ai pu faire autre chose, l'important, c'est que ce que je fais maintenant se retrouve dans le thème astral de naissance. C'est ça le deal avec l'astrologie. C'est pour ça que le thème astral est à la fois, le thème natal est à la fois quelque chose qui est tout à fait situé dans le temps, mais totalement également en prise avec le présent. C'est toute l'ambiguïté de la chose. Alors je passe maintenant à la dernière approche que je voulais développer dans cette causerie, c'est pas la plus facile d'ailleurs, à savoir comment les astrologues, comment même les historiens de l'astrologie, comme vous voyez, on parlait des historiens du corpus Nostradamus, comme Robert Benaltra, comme Michel Chomara, comme Patrice Dinard, comme bien d'autres. Là, les historiens de l'astrologie essaient, à mon avis, de montrer que l'astrologie telle qu'elle est devenue, parce que c'est toujours la même question, le rapport entre l'origine des choses et ce que les choses sont devenues, et il s'agit justement de montrer que ça correspond, c'est ça, c'est dans leur idée, et bien là, il faut montrer que ce que l'astrologie est devenue, ce qu'est devenue l'astrologie, correspond à ces états, ces sources les plus anciennes, de façon à montrer qu'en aucune façon l'astrologie n'aura erré, que ce sera égaré ou fourvoyé. Donc on verrouille ainsi le problème, on ne considère pas que l'astrologie aurait pu passer par des états successifs et aurait pu évoluer de diverses manières. Non, il s'agit de montrer que ce qu'elle est devenue était déjà, au fond, parfaitement établi, dans les grandes lignes en tout cas, dès son origine, c'est-à-dire en l'occurrence, aussi loin qu'on puisse remonter dans le temps, au niveau des documents. Ce n'est pas grand-chose d'ailleurs. J'ai fait mes avis là-dessus, pour voir que la recherche de l'histoire de l'astrologie, de l'origine de la jeune astrologie, est plus d'ordre spéculatif, ce qui n'est pas dire un reproche, que d'ordre de l'étude des sources au premier degré et au premier niveau. Il faut creuser, il faut faire de l'archéologie du savoir. Donc, ce que je veux dire, c'est que on essaie de nous démontrer que les pratiques astrologiques actuelles sont déjà très largement attestées, même littéralement à la limite, des origines aussi loin qu'on pourrait remonter dans le passé. Le problème, c'est que
justement ce passé dont on nous parle, qui serait le nec plus ultra de la recherche originelle, est lui-même suspect. Là, on n'est pas dans le domaine de Nostradamus avec des documents qui dateraient du 15e, du 16e ou du 17e siècle, et qui donc appartiennent déjà à l'ère de l'imprimerie. On est là avec des documents infiniment plus anciens, des manuscrits, et là, effectivement, c'est un débat beaucoup plus compliqué. Mais si on prend le cas du zodiaque, par exemple, la grande question concernant le zodiaque, c'est la précision des équinoxes, c'est quel est le signe zodiacal qui commençait le système zodiacal. Hein. Alors, il y a des astrologues qui essaient de nous démontrer que, document à l'appui, bien entendu, que le bélier a toujours été en astrologie le premier signe zodiaque, hein, et qu'il a toujours correspondu au printemps, au début du printemps, et qu'il est depuis très longtemps associé avec la planète Mars. Et donc, si vous voulez, là, il y a un autre problème qui est absolument stratégique. Donc, là, l'idée est très simple. Ça a toujours été comme ça. Le zodiaque n'a pas bougé, le point de départ du zodiaque n'a pas bougé. Alors moi, j'ai mis en question tout ce discours, d'ailleurs depuis pas très longtemps, sur certains points, parce que la recherche, elle ne cesse de se prolonger, de se poursuivre, de se creuser, de s'approfondir. J'ai montré que non, le bélier n'avait pas toujours été le premier signe du zodiaque. Et je ne le fais pas sur la base de réflexions de type précessionnel, mais je le fais sur la base de l'étude structurelle même du savoir astrologique. Les deux n'étant pas incompatibles, mais ce n'est pas l'approche que je défends ici et maintenant. Ici et maintenant, et je ne vais pas répéter ce que je disais dans les précédentes et récentes vidéos, mais là nous avons un autre éclairage qui consiste à dire non, non, le bélier, le binôme bélier-Mars-Printemps est un binôme totalement nouveau, en tout cas relativement nouveau, et qui ne correspond absolument pas aux origines de l'astrologie, ni aux origines d'un nombre de dispositifs astrologiques. Et là, vous savez que je fais référence, bien entendu, au système des domiciles et des exaltations des planètes, auquel je me consacre déjà depuis la fin des années 60. Et donc, il est clair que le dernier signe zodiaque, vous savez, c'est comme un peu pour les années bissextiles, n'est-ce pas? Les années bissextiles se mettent toujours au mois de février, parce que le mois de février est la fin d'un processus, et le mois de mars est le début d'un processus. À une époque, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'ouroboros. On retrouve d'ailleurs dans la problématique christique de la mort et de la résurrection de Jésus. Et avec l'agneau immolé, justement, qui est le bélier. Justement, tout est là. Alors, effectivement, le bélier, c'est un animal qui symbolise non pas le commencement d'un cycle, mais la fin d'un cycle. La mort est toujours la marque de la fin d'un cycle, et s'il y a bien un animal qui a été sacrifié, donc qui est mort, qui est abattu, c'est bien le bélier, c'est bien l'agneau pascal, et même éventuellement tout l'animal comme le bouc émissaire, on renvoie évidemment au sacrifice d'Abraham dans la Genèse, qui vient se substituer justement au sacrifice du fils d'Abraham, qui n'est pas, pas le même selon qu'on est juif ou musulman, selon qu'il s'agit donc d'Isaac ou d'Ismaël, c'est un problème. Et donc, nous avons là une
très grande confusion dans l'histoire du symbolisme astrologique, confusion qui aboutit, je ne saurais cesse, je suis désolé de devoir le répéter, une fois de plus, qui fait qu'on met successivement une valeur martienne de fin de cycle qui précède une valeur vénusienne de début de cycle, et on les met toutes les deux au début du printemps. Donc c'est une aberration absolue qui est bien dans cette idée-là que l'on veut nous convaincre que le zodiaque tel qu'il est devenu a toujours été celui-là. Bon. Cela dit, quand on regarde les sources indiennes, on s'aperçoit qu'il y a une tradition qui veut qu'effectivement le taureau était le premier signe. Alors, ce qui me paraît important aussi de rappeler, je ne l'ai peut-être pas suffisamment fait, c'est que ce sont donc les 4 signes fixes qui sont les commencements des 4 saisons, hein, si on veut avoir une matrice saisonnière, et qui correspondent aux 4 étoiles fixes royales, qui correspondent aux constellations du taureau, du lion, du scorpion et du poisson austral, et auxquelles on sait que j'ai accordé la plus grande importance. Ces 4 animaux, ces chayot, ce tétramorphe, il correspond aussi au sphinx. Le sphinx a 4 composantes, n'est-ce pas? Que j'ai d'ailleurs mis en illustration de mon ouvrage sur la nouvelle ère du Verseau, Aquarius sur la nouvelle ère du Verseau en 1979. Le sphinx, qu'on retrouve aussi dans les chayot du livre d'Ézéchiel, qu'on retrouve aussi dans le monde, dans l'arcane 21 du monde, du tarot, qu'on retrouve aussi sous différentes formes dans l'Apocalypse de Saint Jean, etc., etc. Donc, ces 4 figures sont bien l'expression de ces 4 moments fondamentaux que sont le début du printemps, le début de l'été, le début de l'automne et le début de l'hiver. En revanche, les signes cardinaux sont des signes de fin de période, et non pas de début de période. Alors, le mot cardinal, de toute façon, il veut dire l'articulation de la porte, en quelque sorte, le joint de la porte, et donc il vaut aussi bien pour un commencement que pour une fin, de toute manière. Donc nous avons, il est clair que les constellations, les signes des cardinaux, c'est-à-dire le bélier, le cancer, la balance et le capricorne, sont des signes de fin de cycle, et non pas de début de cycle, comme on le dit aujourd'hui encore. Donc là, il ne s'agit pas de dire qu'on a fabriqué des documents anciens, il ne s'agit pas de ça. C'est plutôt que ces documents anciens antérieurs à ceux que l'on connaît ont disparu. C'est aussi une solution. On fait disparaître des documents plus anciens et on laisse entendre que en fait, les documents qu'on a sont les documents d'origine. Le Tétrabible, par exemple, qui date du 2e siècle de notre ère, qui est attribué à Ptolémée, comporte déjà effectivement cette problématique du bélier comme étant le premier signe zodiacal, etc., et qui comporte aussi au livre 1, chapitre 18, un exposé sur le fait que Mars domine bien le bélier et le scorpion, etc. Et donc, autour d'un axe de symétrie qui passerait non pas entre le Gémeaux et le Cancer, mais qui passerait entre le Cancer et le Lion, ce qui est une aberration, comme on l'a dit tout à l'heure, puisque là, en l'occurrence, nous avons le Soleil et la Lune, qu'on met dans la même saison, alors que visiblement, il faut mettre la Lune dans la saison qui précède l'été, c'est-à-dire à la fin du printemps, et pas au début de l'été. Donc on a comme ça toutes sortes de confusions, mais là en l'occurrence, le problème c'est que on a des documents anciens qui ne remontent, comme on est quand même dans une période par rapport à notre année, c'est des périodes beaucoup plus longues, de plusieurs millénaires. Effectivement, on nous dit qu'on n'a pas de documents plus anciens et que par conséquent, le bélier a toujours été le premier signe zodiaque. Bon.
l'excitation du Soleil est en bélier, mais en réalité j'ai montré que l'exaltation du Soleil était en taureau et que la Lune était exaltée en bélier. Donc ça change complètement le système. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin dans cette idée-là. Ce que je vais expliquer simplement, c'est il faut savoir qu'il y a un procédé constant qui consiste, et qu'on ne trouve pas uniquement dans le domaine de l'astrologie ou de Nostradamus. Actuellement, je travaille beaucoup sur les Samaritains, et sur la littérature des Samaritains et sur le Pentateuque samaritain, en rapport avec le Pentateuque juif. Il y a des choses extrêmement intéressantes, des confrontations extrêmement intéressantes à suivre. Je terminerai en disant que actuellement je travaille beaucoup sur l'ouroboros, et d'ailleurs parce que c'est fondamental justement, ça m'apparaît de plus en plus fondamental, de dire quel est le facteur qui est terminal et quel est le facteur qui est initial. Bon, c'est ça l'ouroboros, c'est-à-dire c'est la jonction entre ce qui est à la fin et ce qui est au début. Et ce qui est intéressant, c'est que cet ouroboros qui devrait être à l'articulation de deux champs différents va se retrouver propulsé à l'intérieur d'un seul et même champ. Et donc, les hypercombinaisons sont en aucune sorte d'évaluation